Tout était là pour que ce soit bien. Le réalisateur de Godzilla et Rogue One, le scénariste du premier Jurassic Park, Scarlett Johansson et Jonathan Bailey, et pourtant, ce Jurassic World 4 déçoit de la manière la plus bizarre possible, ce qui le rend presque un peu fascinant, et c'est de ça dont on va parler. On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Salut, c'est Geoffrey et je comprends pas trop ce qui s'est passé avec ce nouveau Jurassic World. Ils avaient tous les ingrédients pour faire un bon film. Ils avaient le réalisateur, le scénariste, le casting, ils avaient évidemment le budget, ils avaient la bonne idée de ne pas continuer les délires mutants et pseudo-apocalyptiques de la trilogie Jurassic World, et en plus ils passaient après Jurassic World 3, qui est quand même tellement nul que la comparaison ne pouvait être que flatteuse. On aurait dû avoir un bon film Jurassic, peut-être pas un grand film, parce que personne n'est naïf, c'est avant tout un pur blockbuster, un pur film de studio, un pur produit conçu par les producteurs pour exploiter le filon Jurassic. Mais ça n'empêche pas de pouvoir faire un vrai bon film, en tout cas en théorie. Pourtant, il y a un truc qui cloche. En fait non, il y a plein de trucs qui clochent un peu partout dans ce film. Quand le film a commencé, j'étais prêt à l'aimer parce que c'est Jurassic Park et que ça m'arrive d'être optimiste. Au bout d'une heure, j'étais tellement perplexe que j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me préparais à détester ce film. Et au bout de 2 heures, face au générique de fin, j'étais quelque part au milieu, dans la zone du « mais ». C'est toujours plus simple et plus drôle en fait de vraiment aimer ou vraiment détester un film, mais là c'est pas le cas. Et c'est limite pire de pas ressentir un minimum d'émotions un peu fortes face à un tel film. Vous savez, à écran large, on passe forcément beaucoup de temps à regarder des films et des séries, surtout sur notre temps libre. Là par exemple, on est plusieurs à replonger dans les Jurassic Park à l'occasion de la sortie de Renaissance, mais parfois on a aussi envie de faire autre chose. Moi par exemple, j'aime beaucoup cuisiner. Ça me détend et si je veux, je peux toujours mettre en fond un film ou une série que je veux revoir. Mais j'ai pas toujours le temps de cuisiner et pas toujours envie de réfléchir à ce que je vais préparer. Et justement, cette vidéo est en partenariat avec HelloFresh. HelloFresh, c'est un service de livraison qui vous permet de recevoir tous les ingrédients frais nécessaires à la réalisation de recettes à partir d'un menu personnalisable. Donc si vous voulez vous délester comme moi d'une certaine charge mentale au niveau des courses, c'est un sacré gain de temps, et si comme d'autres membres de la rédaction, vous avez la patience d'un enfant de 6 ans quand il s'agit de cuisiner, je vais pas balancer qui mais vous pouvez essayer de deviner en commentaire, ça peut vous amener à devenir un bon cuistot. Vous avez justement plein de choix possibles sur le nombre de repas que vous voulez chaque semaine, ou encore sur le type de cuisine que vous voulez, que ce soit selon votre régime alimentaire ou le temps de préparation. Moi qui aime tester plein de trucs différents, ça m'a donné envie d'apprendre de nouvelles méthodes de cuisine. Et comme j'aime la cuisine asiatique, j'ai vraiment apprécié les nouilles au bœuf sautées à la taille, et la recette était super limpide à suivre avec ce petit guide. Et ça me laisse plus de temps en rentrant du boulot pour regarder encore des films. Avec le code promo écran large ou en scannant le QR code qui apparaît ici, vous pouvez avoir jusqu'à 85 € de réduction sur 4 box et 3 cadeaux offerts, ce qui peut revenir à moins de 3 € par repas par portion. L'offre est valable en France pour les nouveaux clients et ceux ayant résilié leur abonnement depuis plus d'1 an. Donc n'hésitez pas à checker le lien en description. Mais alors pourquoi autant d'eau tiède dans ce blockbuster qui aurait coûté pas loin de 200 millions de $? C'est pas faux d'avoir essayé de repartir en arrière pour en quelque sorte rebooter ce bordel. Faut avoir un truc en tête quand même. C'est le 4e film de cette franchise en 10 ans alors qu'avant on en avait eu 3 en 22 ans. On va dire que c'est le symptôme Star Wars. On exploite à fond une marque devenue culte en pensant que le public la réclame, mais en fait on perd le côté événement et on s'habitue à l'extraordinaire. C'est tellement devenu un problème que le film s'ouvre avec un carton expliquant qu'au fil des années, à cause du climat et divers problèmes, les gens ont juste arrêté de s'intéresser aux dinosaures, parce qu'on les a tellement vus qu'ils sont devenus banals et donc un peu chiants. C'est le point de départ de l'histoire de Jurassic World Renaissance, mais c'est aussi surtout un diagnostic de la saga depuis quelques films et encore plus ici, puisqu'il tente un redémarrage du redémarrage avec un Jurassic World autour d'une nouvelle équipe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu neuf ou en tout cas d'un peu attrayant avec cet univers? La meilleure chose à faire était sûrement de passer un coup de Karcher sur ce bordel, parce que pour rappel, la trilogie Jurassic World, c'était n'importe quoi. Nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Dans le premier, ils ouvraient au public un grand parc d'attractions genre Disney World avec des dinos sur une île, et ça virait au massacre à cause notamment d'un gros méchant dinosaure mutant créé pour attirer le public. Le parc était donc fermé. Jusque-là, ça va, ça a du sens. Dans le deuxième film, ça partait en vrille. L'île en question et quasiment tous les dinosaures étaient détruits à cause d'une éruption volcanique. On découvrait que la technologie utilisée pour ressusciter les dinos avait servi à créer le clone d'une gamine, et à la fin, la gamine en question choisissait de sauver les derniers dinosaures en les libérant dans la nature. Ce qui aurait donc dû être le début de l'apocalypse pour l'humanité. Mais le troisième volet a rétropédalé. Finalement, les dinos étaient en liberté mais surtout réunis dans une vallée perdue parce que c'est quand même bien pratique, et surtout, on avait une histoire de sauterelles préhistoriques à la mort moelle-nœud qui pouvait provoquer la fin du monde. Et au final, on était censé croire que dinosaures et êtres humains coexistaient dans le monde. Et vous savez quel est le point de départ de Jurassic World 4 alias Renaissance? Les dinosaures sont tous rassemblés dans une zone tropicale parce que c'est le seul endroit où ils peuvent survivre et comme de par hasard, c'est
c'est une île qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Isla Nublar et Isla Sorna, les îles de la trilogie Jurassic Park et Jurassic World. Là, on a en droit de se dire qu'on se fout un peu beaucoup de nous. En fait, c'est un peu ça la base de la saga à ce stade, donc faut se faire une raison, ou juste éviter ces films. Et d'ailleurs, c'est pas le seul point commun avec la trilogie originale. Dans ce nouveau film, on a une famille qui fait du bateau un peu trop près d'une zone dangereuse, si bien qu'ils sont attaqués par des dinosaures et ils vont devoir être sauvés par les héros et traverser l'île. Oui, ça ressemble beaucoup à Jurassic Park 3, et oui, ça donne là encore des envies de meurtre tellement cette famille est tête à claque. Encore plus que dans Jurassic Park 3, notamment à cause d'une espèce de mini-remake de Lilo Stitch qui devient encore plus incongru à la fin du film, ne me lancez pas là-dessus. Mais bon, si vous allez voir Jurassic World 4, vous avez forcément un seuil de tolérance élevé, vous êtes prêt à avaler beaucoup de choses pour voir un gros film avec des dinosaures, et si vous avez survécu au visionnage de Jurassic World 3, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, croyez-moi. Il y a quelqu'un qui a essayé d'ouvrir, non? J'ai vu la poignée bouger comme dans une scène de Jurassic Park 1. Alors malgré tout ça, pourquoi j'étais plutôt optimiste quand Jurassic World Renaissance a commencé? Parce que je me suis accroché à quelques idées qui me plaisaient. Par exemple, le casting. Scarlett Johansson joue une espèce de militaire spécialisée dans les opérations secrètes, donc basique, rien de très intéressant sur le papier, mais c'est finalement la première héroïne de la saga à réellement être au premier plan. C'est aussi la première fois que le studio se paye une star pour un film de la saga. Mais c'est surtout une super actrice, donc elle en fait quelque chose. Elle se trimballe avec un petit sourire et un air ironique qui ajoute un petit quelque chose de malicieux au personnage, et ça marche bien pour le côté roublard de cette militaire qui a roulé sa bosse. Le scénariste David Koepp, qui est de retour après avoir signé les scénarios des 2 premiers Jurassic Park, lui a écrit quelques répliques qui font mouche et c'est surtout le talent de l'actrice qui fait le reste. Imaginez les mêmes scènes mais avec une comédienne qui la joue super sérieux avec un air grave et c'est pas le même personnage. Ce serait juste un cliché sans aucun intérêt. Là, ça reste un cliché, mais on sent qu'ils en ont conscience, donc ils en jouent. Même chose avec Jonathan Bailey, qui n'est pas seulement super beau, c'est aussi un super acteur, et il amène également une jolie légèreté. En gros, même avec les répliques les plus lourdingues, je crois un minimum au personnage grâce à eux, parce qu'ils s'amusent avec les miettes de dialogue, avec les silences et avec quelques regards. Et je trouve que ce plaisir de jouer se ressent. Après le duo gentiment insipide de la trilogie Jurassic World que je trouvais personnellement assez insupportable avec leurs romances et leurs états d'âme à 2 balles, on retrouve un tout petit peu, des personnages attachants des premiers Jurassic Park. Et je vous assure que ça fait du bien, vu que tous les seconds rôles sont archi-nazes, entre les figurants qui sont juste là pour se faire bouffer comme d'habitude, et les personnages pseudo-importants qui sont abominablement inintéressants. J'avais aussi envie d'y croire parce que cette fois Jurassic World assume sa simplicité. Le groupe doit aller récupérer 3 échantillons d'ADN sur des spécimens vivants. Oui, ça ressemble à une quête secondaire de jeux vidéo, et c'est encore une histoire de multinationale qui prétend vouloir aider l'humanité. Plot twist, c'est pas le cas, mais je trouve ça plus honnête quand même. Le parcours est fléché, l'objectif super clair, et on évite les délires pseudo-compliqués qui avaient transformé les précédents épisodes en quasi nanar. Là, il faut trouver un gros dino dans l'eau, un gros dino dans une prairie et un gros dino volant. On dirait que c'est le cahier des charges des scènes d'action qui a été transformé en pseudo-scénario, et franchement, c'est pas plus mal d'arrêter de se voiler la face. Mieux vaut accepter, modestement, que la saga tourne en rond et concocter une aventure plus simple, plus pure, plutôt que d'accumuler des sous-intrigues et du blabla inutile pour créer une mythologie grotesque. Là, en fait, on revient au pur film d'aventure. Une île, un petit groupe, plein de dinosaures, et ce sentiment d'isolement et de solitude dans un monde où les humains sont de petites choses. C'est ça Jurassic Park quand même au départ, en tout cas c'est la formule la plus efficace j'ai l'impression, donc c'est plus facile et moins ambitieux certes, mais c'est moins casse-gueule au final. Et on peut même se dire que ce Jurassic World de Renaissance aurait pu être le premier Jurassic World, et peut-être que le monde s'en porterait mieux vu la gueule de la trilogie. Mais s'il y avait bien des raisons de croire à ce Jurassic World de Renaissance, c'était bien évidemment la présence du réalisateur Gareth Edwards. Monsters, Godzilla, Rogue One et The Creator. En 4 films, il a prouvé ses talents de metteur en scène et sa maîtrise technique. Sur Monsters, son premier film, il avait un budget minuscule de moins de 500 000 $ et il a lui-même bossé sur les effets visuels. Sur Godzilla, il a réussi à garder la tête froide malgré une énorme licence et un budget de 160 millions. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut du film que personnellement je trouve très bancal. Il y a des images absolument dantesques qui montrent à quel point il sait mettre en scène. Sur Rogue One, ça a été un petit cauchemar avec une production qui a failli tourner au désastre et des reshoots énormes où il a dû en partie laisser la main à un autre réalisateur. Mais bon, ça reste au final l'un des Star Wars les plus respectés, avec là encore des scènes marquantes. Et son 4e film, le très bancal The Creator, est presque un cas d'école. Il avait un budget de 80 millions de $ et il a assemblé un spectacle blindé d'images spectaculaires, prouvant là encore son intelligence de réalisateur. Gareth Edwards semblait donc parfaitement armé pour Jurassic World, même si on avait déjà tous repéré peut-être un petit souci. En février 2024, David Leitch, le réalisateur de Deadpool 2 et Bullet Train, était sur le coup, mais ça n'a rien donné. Gareth Edwards a été engagé dans la foulée et le tournage a commencé en juin 2024. Ça fait même pas 4 mois de prépa, ce qui me semble quand même pas énorme du tout pour un tel film, mais bon, qui suis-je pour juger? D'autant qu'à l'écran, il y a beaucoup de Gareth Edwards, à tel point qu'il a l'air d'avoir remixé et remaké
plusieurs scènes et idées de ses précédents films. Il y a un moment qui rappelle clairement la magnifique fin de Monsters, il y a une séquence qui rappelle énormément la mort de Juliette Binoche au début de Godzilla, il y a des moments où on a l'impression d'être dans les décors de The Creator, et bien sûr, il filme des créatures gigantesques, ce qu'il a fait dans tous ses films précédents de manière plus ou moins évidente. Donc oui, à ce niveau, on peut dire que c'est bien du Gareth Edwards. On peut aussi dire que c'est ça au niveau des personnages, globalement écrits à la truelle comme dans tous ses films, mais ce serait un peu vache, parce qu'il n'a pas participé à l'écriture de Godzilla et Rogue One, en tout cas pas officiellement, donc on va juste dire qu'il n'a pas l'air attiré par les scénarios qui brillent niveau psychologie des personnages. Comme le prouve l'écriture du méchant complètement insipide, celle du personnage de Jonathan Bailey dont le côté rat de bibliothèque est oublié à vitesse éclair, notamment avec une réplique absurde avant son numéro d'escalade, l'enjeu central de l'évolution de l'héroïne réglé en 4 dialogues où c'est difficile de ne pas avoir envie de rigoler, et je ne parle même pas du grand moment d'héroïsme final d'un personnage que j'ai trouvé d'une ringardise épatante. Et en même temps, sur des blockbusters de ce type, c'est presque inévitable. Donc bon. Autre chose inévitable, les 10 secondes où on espère que vous n'allez pas zapper parce qu'on vous rappelle qu'Écran Large existe grâce à votre soutien, avec notamment un abonnement. Pour quelques euros par mois, vous avez accès à des articles exclusifs chaque semaine, et on va même tenter une nouveauté cet été, un podcast spécial réservé aux abonnés, où on va parler de plein de trucs sur les coulisses d'Écran Large. Pour les détails, c'est dans la description de la vidéo. Mais c'est pas à cause de ça que j'ai vraiment déchanté face à ce Jurassic World, parce qu'en fait, j'ai surtout eu l'impression que c'était autant du Gareth Edwards que Doctor Strange 2 était du Sam Raimi. On a l'emballage, on a les couleurs, mais on n'a pas le goût. Je suis loin, très loin, d'être un grand fan de son Godzilla, mais aucune scène de ce Jurassic World n'arrive à créer le même sentiment d'émerveillement, d'immensité, de vertige que les meilleures scènes de son film sur le gros lézard. Vous voyez la scène sur le pont dans la nuit ou encore celle où les militaires tombent du ciel pour rejoindre la ville et Godzilla? Jamais je n'ai retrouvé ce sens du cadre de la mise en scène qui replace les humains face à la grandeur de ces colosses à la fois magnifiques et terrifiant. Jamais je n'ai ressenti de tels frissons dans Jurassic World de Renaissance. Ou alors c'était des moments fugaces comme ce plan où l'héroïne est accrochée au bateau et qu'on voit l'œil immense du mosasaure la fixer depuis l'autre côté de l'eau. La partie aquatique de la chasse aux dinos est d'ailleurs la plus amusante, même s'il y a des moments où je me suis vraiment dit que ces personnages étaient cons comme la lune. Et c'était leur gros argument avec ce film, enfin jouer avec l'eau, ce que la saga n'avait pas trop fait hormis quelques moments comme la fin de Jurassic Park 3, l'arène de Jurassic World 1 ou encore quelques images décevantes au début de Jurassic World 3. Le meilleur restant l'intro de Jurassic World 2, que je trouve vraiment, sincèrement, excellente. Mais une fois qu'ils sont sur l'île, Jurassic World Renaissance commence à sérieusement patiner et avoir beaucoup de mal à trouver son rythme entre l'action, les frissons, les blagues et les dialogues parfois indigestes. Sans surprise, c'est du côté de la famille perdue qu'on a les pires séquences, notamment une sombre histoire de pisse qui frôle le désastre et un moment confession en pleine nuit qui est vraiment difficile à regarder tellement c'est nul. Pourtant ça se sent qu'ils ont vraiment essayé de créer des sensations fortes sur l'île. Il y a une scène entièrement dédiée au côté merveilleux des dinosaures où tout est fait pour qu'on ressente quelque chose. On a une pause un peu magique qui essaye de reprendre une scène iconique de Jurassic Park premier du nom, on a les personnages qui s'arrêtent pour observer cette folie, on a la musique qui s'envole, mais désolé ça n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout marché sur moi, notamment à cause du design des dinosaures, du rendu des effets visuels et de la musique insipide d'Alexandre Desplat parce que ouais, je trouve que la BO est vraiment ratée. Je vais pas décortiquer toutes les scènes à moitié ratées de Jurassic World Renaissance parce qu'en fait, elles ont toutes les mêmes problèmes pour moi. Ils ne prennent pas le temps de réellement installer le décor et construire l'émotion, qui est le plus souvent la tension voire la peur, en tout cas en théorie. Et pour que ça marche, faut un minimum prendre le temps. Il y a une scène qui l'illustre parfaitement, et ça tombe bien, c'est celle qui a été mise en avant par toute l'équipe pendant la promo. C'est celle du radeau, poursuivi par un T-Rex dans une rivière, qui est directement tirée du livre de Michael Crichton et qu'ils n'avaient pas pu caser dans le premier film Jurassic Park. Alors l'idée est super, hein, on est d'accord, et je ne comprends pas comment Gareth Edwards a pu ne pas en tirer quelque chose de mieux. Parce que là, entre les réactions de certains personnages, notamment l'adolescente au début qui m'a exaspéré, la construction de la tension pour lancer la poursuite, avec un jeu de regard qui fait passer le T-Rex pour un papy à moitié aveugle, la gestion de la vitesse du radeau et du dinosaure dans la rivière, je comprends simplement pas. C'est pas du niveau de la scène avec le giganotosaure dans Jurassic World 3 qui était un sommet de conneries dont je me suis jamais remis, mais quand même on est loin d'une franche réussite. Et c'est surtout je pense des problèmes de montage parce que tout ça a été assemblé d'une manière vraiment bizarre et pas harmonieuse. Dès le début du film d'ailleurs j'ai trouvé que le montage était un peu curieux, notamment en exploitant très mal une super idée autour de la présence d'un dinosaure dans la ville. Et c'était d'ailleurs une belle occasion manquée qui aurait été super pour présenter le personnage de Jonathan Bailey et son rapport aux dinosaures dans un monde moderne qui s'est désintéressé d'eux. J'avais encore de l'espoir avec la dernière partie du film parce que, sans rien spoiler, on se retrouve de nuit avec quelques zones en intérieur, soit le parfait décor pour le Jurassic dont je rêve. Parce que perso, j'adore les scènes qui vont dans le cache-cache horrifique comme dans le premier Jurassic Park avec la cuisine ou les conduits d'aération. D'ailleurs, personne ne sera surpris de voir qu'ils refont quasiment en copier-coller l'une de ces scènes cultes dans le genre fanservice dispensable. Mais là encore, tout ça m'a déçu. Tellement d'occasions manquées et de décors mal exploités. Le film essaye clairement de jouer la carte horrifique, mais ça va tellement vite et les choses sont tellement facilement réglées. On n'a jamais vraiment le temps de retenir son souffle,
parce qu'on passe déjà en montage alterné à une autre scène ou à un autre décor. Ça m'a fait regretter la scène du premier Jurassic World où Chris Pratt se cache sous une voiture, c'est dire à quel point j'étais en détresse. C'est là qu'on peut s'attarder sur le nouveau dinosaure créé pour Jurassic World Renaissance puisque c'est désormais le cahier des charges. À chaque film, on nous sort une nouvelle bestiole qui est le grand argument de spectacle et de frisson, en tout cas en théorie. Après l'Indominus Rex dans Jurassic World et l'Indoraptor dans Jurassic World 2, on a droit au Distortus Rex, alias le D-Rex. On nous avait dit que le machin était inspiré par le xénomorphe de la saga Alien, et c'est vrai qu'il y a un petit truc, mais ça marche aussi avec le Beluga et la Fiat Multipla, je rigole pas, allez vérifier, ça marche. Le problème c'est qu'on a simplement un autre gros dino sans caractéristiques spéciales, puisqu'ils ont déjà bien exploité le filon du méga dino plus gros et ou plus méchant que les autres. Et on en revient au problème de construction de la tension. Ce D-Rex n'a pas de grand moment de gloire, que ce soit dans sa présentation initiale ou plus tard dans les rencontres avec les personnages. Allez si, je veux bien lui accorder un truc, il y a un truc amusant à un moment dans la nuit qui marche pas trop mal, sauf que Jurassic World 2 l'a un peu déjà fait en largement mieux, parce qu'ils avaient pris le temps de vraiment en faire quelque chose. C'est sûrement ça le pire en fait. Pendant que je regardais Jurassic World Renaissance, je repensais régulièrement à Jurassic World Fallen Kingdom, et je me disais, c'était mieux. Alors je sais que cet épisode divise pas mal, rien que dans l'équipe, on est 2-3 à le trouver vraiment très bien, quand d'autres le trouvent plus ou moins abominablement naze. Mais si on met de côté les nombreux ratages du scénario un peu moisi de cet épisode, il y avait ce que j'attendais d'une suite de l'indépassable Jurassic Park, la générosité, le spectacle et la démonstration de mise en scène. La saga Jurassic, c'est un boulevard pour les cinéastes qui ont un énorme coffre à jouer. Le jour ou la nuit, les décors sauvages ou urbains, les dinosaures petits ou grands, les poursuites ou le cache-cache, l'action ou la tension, on a potentiellement tous les films dans un film Jurassic. Et Juan Antonio Bayona avait concocté des scènes franchement géniales dans son Jurassic World 2. J'attendais au moins ça du talentueux Gareth Edwards. J'attendais de ressortir de la séance avec quelques images, quelques scènes, quelques sensations de pur cinéma hollywoodien, où j'aurais eu à la fois ma ration de spectacle et ma ration de cinéma. Mais là, je suis ressorti en soupirant un peu, avec plus de questions que de satisfaction. Est-ce qu'on doit vraiment se réjouir d'une suite Jurassic Park qui est dans la moyenne acceptable et qui évite le pire? Est-ce qu'il faut arrêter d'attendre quoi que ce soit de cette saga à ce stade? Et qu'est-ce que le studio attend de ce film d'un point de vue commercial? Va-t-il taper le milliard au box-office comme chacun des précédents Jurassic World, ou va-t-il confirmer la tendance à la baisse? Et combien a-t-il réellement coûté, vu les budgets hallucinants des derniers épisodes? Si ça vous intéresse, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur ça pour comparer avec Superman et les 4 Fantastiques qui sortent tous en juillet, donc sacré bordel en perspective. Donc on se retrouve très vite pour parler de tout ça. Et n'oubliez pas, avec le code promo écran large ou en scannant le QR code, vous pouvez avoir jusqu'à 85 € de réduction sur 4 box et 3 cadeaux offerts. Donc n'hésitez pas à checker le lien en description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous assure que vous n'êtes pas nombreux à le faire. Et moi je vous dis à bientôt sur écran large. Salut. Stop.